salué une étape importante. On écoute Emmanuel Macron. Le premier jour de l'agression russe, la France a fait un choix clair. Celui du soutien sans ambiguïté, sans relâche à l'Ukraine. Et ce soutien n'est pas simplement un devoir moral, c'est un engagement profond en faveur de notre sécurité collective, celle de notre continent et celle de tous les Européens. Face à ce qui est devenu aussi une forme d'addiction de la Russie pour la guerre, nous demeurons, nous, déterminés et entêtés pour la paix. Et pour une paix juste et durable, c'est-à-dire qui préserve les droits légitimes de l'Ukraine, sa sécurité et celle de tous les Européens. Et cet accord prévoit notamment l'acquisition de 100 avions Rafale par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a lui évoqué une commande historique et salué cette coopération avec la France. Les deux présidents doivent ensuite participer à un forum drone franco-ukrainien. Une aide pour les éleveurs de volailles victimes de la grippe aviaire. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, annonce débloquer 4 millions d'euros pour compenser les pertes liées à l'arrêt de la production. En cas de détection de la maladie, des zones de protection et des zones de surveillance sont mises en place pour éviter la propagation du virus. Une messe qui avait fait vivement polémique ce week-end à Verdun. Une enquête est ouverte par le parquet de la Meuse pour contestation de crimes contre l'humanité après l'hommage rendu au maréchal Pétain. L'enquête vise le prêtre qui a célébré cette messe. C'est le président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain après des propos négationnistes signalés par le préfet de la Meuse. Enfin en foot, il y a encore 16 places à prendre pour la prochaine Coupe du Monde. 32 pays pour l'heure sont qualifiés, dont la France. Et ce soir, on suivra notamment dans ces éliminatoires une finale dans le groupe A entre l'Allemagne et la Slovaquie. Le vainqueur décrochera son billet pour le Mondial 2026. Et c'est la fin de cette édition. Très bon début d'après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes qui avait la victoire du 12 Caroline Détang devant le 9 Cassiopeia, 10 Scarlett Banville, 4 Cathy Gauthier, 15 Kosamui, 12, 9, 10, 4, 15, combinaison du tiercé, du quartet, du quintet que je vous donnais ce matin dans mon pronostic. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va faire grimper. Quoi grimper? Et oui, nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui touche particulièrement les hommes, mais il est aussi important pour les femmes, je vous assure. On va parler de l'érection en compagnie de Vincent Hupertan. Vous êtes Vincent, urologue, mais également sexothérapeute, et vous connaissez bien cette angoisse de l'homme lorsque la panne d'érection arrive. Pourtant, la panne d'érection, c'est un problème fréquent. J'ai regardé les chiffres. Près d'un homme sur 3 après 40 ans sera touché. Donc, on est quand même avec des chiffres importants. Et puis, évidemment, en vieillissant, les hommes seront de plus en plus confrontés à cette dysfonction érectile. Mais il n'y a pas que l'âge qui est en cause. Et on sait bien que le moindre petit grain de sable peut provoquer une panne. Et les femmes ont certes également le pouvoir de provoquer cette érection, mais elles ont tout autant le pouvoir de la faire tomber. Une simple parole a parfois un effet dévastateur. En tout cas, on va durant ces 2 heures en parler. Je vous invite à témoigner ou éventuellement à poser vos questions. Alors écoutez bien, parce qu'on a un petit souci avec notre numéro de téléphone habituel. Pour nous joindre, vous faites le 01 53 92 22 60, je répète, et je crois qu'il faudrait que vous le notiez, le 01 53 92 22 60. Voilà. Vincent Hupertan, merci d'être avec nous. Les chiffres, un homme sur 3 après 40 ans, oui, mais bon, c'est pas trop après 40 ans, c'est un peu plus tard que les ennuis commencent, non? La question, elle est simple. Là, on parle de prévalence. Prévalence, c'est à l'instant T, on va demander à combien de gens ont présenté le trouble érectile. Mais sur le parcours d'une vie d'un homme, parce que finalement, les statistiques, c'est les autres. Ce qui nous intéresse pour chaque mec, dans sa vie, est-ce qu'il a eu, est-ce qu'il a ou est-ce qu'il aura des troubles érectiles? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc, on n'est pas à 1 sur 3. 30, 40, 80, ça n'a pas de sens. Est-ce que tout homme est sujet des troubles érectiles? La réponse est oui. C'est qu'à partir du moment où cette fonction elle existe, mais cette fonction elle est importante pour nous, pour notre existence, pour
notre expérience personnelle, point de vie, et puis en fin de compte, c'est pour le bonheur, ce trouble peut apparaître, quel que soit l'âge, du contexte. Donc un seul message, parce que qu'est-ce qui se passe au mois de novembre, Brigitte? Il fait froid. Oui. C'est le Movember. Je rappelle que c'était Octobre Rose. On connaît bien l'Octobre Rose. C'est important pour le dépistage, pour mettre en avant le dépistage du cancer du sein. Et Movember, c'est le mois de novembre avec moustache. C'est le mois de la santé masculine. Donc on parle bien de la prostate, du cancer de la prostate, l'importance du dépistage. Mais dans la santé masculine, il y a aussi la fertilité et la sexualité. Donc il est important de sensibiliser les gens. Attention, les hommes, il faut consulter, il faut en parler, il faut pas rester, parce que il est important, la sexualité, l'érection, c'est un des piliers, pas le seul, mais un des piliers d'une vie complète, d'une vie D'ailleurs, on peut quand même rappeler quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a des hommes qui se sont suicidés à partir du moment où ils n'avaient plus d'érection. On pense notamment à Romain Gary, qui a préféré arrêter de vivre plutôt que de ne plus avoir d'érection. Donc c'est quand même quelque chose qui, pour l'homme, est un signe essentiel de sa vitalité, pour ne pas dire de sa virilité. Absolument. Et on a un vrai problème. Un problème qui est plutôt de l'ordre d'image que nous avons parfois, nous, médecins, nous, soignants, corps médical, c'est que ça ne paraît pas important. Des diabétiques, on reconnaît que diabétique, la prévalence, le risque de dysfonction érectile est majeur parce que c'est lié à la microangiopathie. On pose jamais la question. Des hommes de tout âge, suivis en psychiatrie pour autre chose, on pose jamais la question. Suivis pour la prostate, jamais la question. Oh, il est important d'aborder ces dimensions parce que l'érection... Vous voulez dire qu'il y a des maladies qui vont provoquer plus souvent que d'autres, tous évidemment. Les diabétiques, tous sont à grand risque de dysfonction érectile. Donc ça, moi je le sais, mais c'est pas pour autant qu'on leur en parle quand ils sont face à leur médecin traitant. Mais médecins ou diabétologues, en fait, c'est presque une constante. Comme on dit, la température, le pouls et l'érection. Parce que l'érection, avant de dire que tout est dans la tête, on sait que c'est un marqueur de la santé artérielle. Or, il y a ce phénomène, on en a parlé de l'artériosclérose, c'est la mémoire du temps dans nos artères vieillissent, c'est ainsi, c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour tout le monde, et on n'y peut rien. Et que, il y a cette vieillissement des artères, elle se traduit, comme moi, en premier, elle se traduit par la dysfonction érectile. Or, on a des études qui montrent que entre les troubles érectiles et les troubles cardiovasculaires, coronarien. C'est souvent le premier indice de problème. 3 à 5 ans d'écart. Donc, tout homme qui, après un certain âge, il a des facteurs de risque cardiovasculaire, tabac, obésité, hypertension, etc., devait être dépisté pour les troubles érectiles, éventuellement ne pas hésiter à avoir un cardiologue pour faire un bilan complet parce que on a ce qu'on appelle la dysfonction érectile sentinelle qui peut donner des informations. Donc c'est très important. Donc parlons sexualité ouvertement parce Mais est-ce que finalement Vincent Hupertan, contrairement à la femme qui quand même grâce ou à cause de la ménopause va faire un petit bilan de santé assez vite passé 50 ans, au fond les hommes on néglige peut-être un petit peu d'aller faire un bilan, notamment par exemple s'ils sont un peu déprimés, il y a peut-être une baisse de testostérone, enfin il y a peut-être des signes avant-coureurs qui peuvent largement aujourd'hui, grâce à la médecine actuelle, être compensés par des apports. Vous voyez, c'est dramatique. J'ai fait une statistique sur le dernier mois. Ouais. Le moyen d'âge qui consulte pour la première fois, je suis aux 55 ans. 55 ans, la plupart des hommes n'ont jamais eu un bilan de santé, n'ont jamais eu un bilan récent avec bilan PSA. On parlait du mois de la santé masculine à prostate, dosage du PSA, qui est combattu plus ou moins, il y a des arguments, ça se discute, mais jamais de dosage de testostérone, à tel point que quand je fais moi-même les dosages, parce que je me surveille de ce côté-là, prostate, PSA et testostérone, le laboratoire oublie de faire l'analyse, c'est que les laboratoires sont tellement peu habitués à faire cette analyse qu'ils oublient de faire au tube. Et c'est fréquent. Ah oui, on a oublié, excusez-nous.
C'est marqué. Oui, alors qu'on sait que c'est assez fréquent chez un homme vieillissant que qu'il y ait des la baisses. vie. C'est la vie. Tout, la testostérone, ce n'est pas que la sexualité, ce n'est pas que le patriarcat, que les hommes, que c'est aussi un marqueur de la santé. On sait que ça joue avec l'énergie vitale, avec la dépression, avec l'ostéoporose, avec la masse musculaire, avec tout. Donc oui, la testostérone, donc trouble érectile. Surtout que c'est un examen, c'est un examen très simple. C'est dans la prise de sang. Lorsqu'on va vérifier le cholestérol, on va vérifier la vitamine D, on va vérifier la glycémie. C'est une ligne en plus, testostérone. Et voilà, c'est ça. Après, il faut juste qu'elle soit bien interprétée, parce qu'attention, il y a des sujets, pas toujours facile à analyser, donc il y a besoin d'un expert pour avoir. On peut pas se fier comme pour les autres analyses uniquement au caractère, au grade de résultats. Les symptômes, pour donner une information un peu générale à tous ceux qui nous écoutent, les symptômes d'un homme qui pourrait être en baisse de testostérone, c'est quoi? C'est donc un peu plus fatigué, un peu moins de désir vital au sens large du terme. Je dirais déjà en premier, je bande pas et je m'en fous. Ah bah ça c'est très grave. Un homme qui bande pas et qui s'en fout. Oui. Ça c'est déjà. Là, il faut courir. Il y a d'autres signes, à savoir qu'effectivement baisse d'énergie mentale, on est en surpoids, on est en obésité, le sexe ça intéresse plus, on regarde une femme comme si on est au musée d'Orsay, on n'a plus rien, plus aucune étincelle, il n'y a plus aucun souvenir, plus aucun désir, les érections matinales. Oui, mais c'est les abonnés absents. Là c'est vraiment beaucoup voilà. Donc, de manque de testostérone. En fait, il y a tout un tas de choses. Voilà, oui. On sait. Mais plus sérieusement, le symptôme un peu léger quand même qui peut laisser penser que c'est ça. C'est parce que là, vous êtes en train de nous faire un bilan. Le bilan, déjà, vous savez, de manière générale, un homme après 50-55 ans consulte pour des troubles érectiles, pour des tas de raisons, faire un bilan de santé général, cholestérol, diabète, ça en fait partie, et rien n'empêche de rajouter la testostérone dès qu'on a dépassé. Ça paraît évident. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez envie de poser des questions à Vincent Hupertan. Je vous rappelle le numéro qu'il faut faire aujourd'hui parce qu'on a eu un petit problème technique. Vous faites le 01 53 92 22 60. On fait une petite pause et on va commencer avec Jacob, justement, qui a envie de nous en parler. Et il me semble que c'est aussi après le deuil, ce qui peut provoquer aussi une baisse. Absolument. On en parle dans un instant. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio et gagnez l'aspirateur Cyclomax Air 15 Station de la marque EasyClean. Avec cet aspirateur, fini les efforts et les contraintes. Grâce à son inspiration cyclonique ultra puissante, il capture la moindre poussière tandis que sa station pratique vide automatiquement le réservoir. Vous n'aurez plus rien à faire pour garder votre maison propre. Ayez une technologie d'avance avec le Cyclomax Air 15 Station à gagner cette semaine avec Patrick Roger entre 7h et 10h. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Vincent Hupertan qui est avec nous pour parler d'un sujet important, l'érection, et on va en parler bien sûr avec vous. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions ou si vous avez envie de témoigner. Les femmes ne sont pas exclues, parce que c'est aussi un vrai problème de couple lorsque l'homme n'a plus d'érection. En général, la femme se sent moins désirée. Enfin, ça pose aussi d'autres problèmes. Mais on commence avec vous, Jacob. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Jacob. Bonjour. C'est ça, oui. Voilà, donc je vous expose mon cas. Bien sûr, allez-y. Ça peut servir à d'autres, c'est interactif comme d'habitude dans vos émissions. Tout à fait. Donc il y a le décès traumatique de ma maman, il y a 6 ans pourtant, et deuil pathologique donc, et avec un suivi. Donc voilà. En même temps, l'hypertension est arrivée. Donc, je suis traité au Lercapresse et stabilisé. Mais les troubles érectiles sont arrivés en même temps que, comme vous disiez là, dans votre préambule, sont arrivés en même temps que l'hypertension. Il y a un lien entre... Oui, c'est montré. Il y a un lien tout à fait qui est évident, quoi. En statistique, et puis on a l'explication. Voilà. Donnez-la l'explication. Alors, on parlait de l'artérosclérose. On a les artères, l'érection, c'est une gymnastique fantastique, des artères qui se dilatent. Et tout d'un coup, on se rend compte que
l'artériosclérose, à savoir la rigidité de la paroi artérielle, qui explique l'hypertension, c'est la même chose en bas, donc pas au niveau du bras, au niveau du bas, donc il y a cette perte d'élasticité, donc déjà, on sait que 2 fois plus des troubles érectiles chez les hypertendus. Je parle pas de traitement, je parle déjà entre l'hypertension, parce qu'après, les traitements peuvent encore rajouter, mais beaucoup, c'est plus à la marge, donc l'hypertension elle-même, parce qu'il y a ce phénomène de rigidité qui explique que... Pourtant, quand c'est rigide, ça marche bien. Non, je plaisante. Au niveau artère, on parle des artères. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les artères, c'est comme c'est des tuyaux, mais si le tuyau n'est plus souple, le sang ne peut plus pénétrer de manière rapide. C'est dilatation. C'est comme l'exemple que vous achetez un tuyau d'arrosage dans une grande surface pour votre jardin, vous le laissez au soleil. Évidemment, la rigidité est en avant, c'est à la sclérose et à la rigidité, donc forcément ça va marcher moins bien, donc du coup ça va casser, ça va péter, donc ça marche. Donc c'est exactement la même chose au niveau d'artère. Ce qui nous donne aussi, mais on parlera après de ce qu'il faut faire en termes de traitement, parce que le traitement ce n'est pas que des traitements médicamenteux, il y a d'autres traitements qui font qu'on peut rattraper et récupérer cette rigidité artérielle. Mais donc vous avez parlé de la mort de votre mère de manière un peu enfin en tout cas rapide, mais vous avez été déprimé, vous êtes encore déprimé ou pas? Alors, donc, c'était pas rapide parce que je l'ai accompagné pendant 18 ans dans son cancer. Donc, jusqu'à la fin. Et non, pas de traitement, je veux absolument pas prendre non, mais je vous dis pas d'en prendre. Je voulais juste savoir si vous étiez, enfin, si vous vous sentez encore un peu déprimé, parce que ça, c'est aussi un indice anti-érection. Énormément, mais sans traitement. Donc, voilà, pour répondre. Donc je précise aussi que j'ai vu un cardiologue, je suis pas obèse et je fume pas et je prends pas d'autres substances, je suis une vie saine. Voilà. Et après j'ai le problème urinaire qui est arrivé, infection urinaire à cause d'un diverticule. Alors est-ce que c'est un lien avec l'impuissance? Alors, écoutez, le diverticule, il n'y a pas de hasard. Le diverticule, c'est que vous avez une prostate qui est hypertrophiée probablement. Quand la prostate va s'hypertrophier, la vessie ne se vide pas. Et que si on tarde à consulter, parfois, à force de se contracter la vessie pour se vider, il y a des hernies. Les verticules, c'est comme une sorte d'hernie. C'est qu'il y a un obstacle majeur au niveau de la prostate. Donc le traitement, le diverticule, c'est pas la cause, c'est la conséquence d'une prostate hypertrophiée, donc à des troubles urinaires, etc. Donc il faut traiter avant tout les troubles urinaires pour limiter, améliorer la vidange, traiter le diverticule, et en même temps, en sachant qu'il y a des traitements qui peuvent cibler à la fois la prostate et les troubles érectiles. Donc il y a des traitements pour ça, il faut juste consulter un urologue, absolument. Donc dans ce que j'ai fait, excusez-moi, la prostate fait 18 grammes et PSA 0,630. Donc ça c'est le PSA, donc a priori c'est pas un cancer, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est sûr. Voilà, mais manifestement il y a quand même un obstacle de la vidange. Si vous avez une diverticule, c'est qu'il y a quelque part un problème de tuyauterie, de la plomberie, comme on dit. Oui, c'est ça. Voilà, donc et que ça se traite, ça se soigne, c'est que sinon et donc du coup il faut un traitement à la fois pour les troubles urinaires s'il y en a, et évidemment il faut s'intéresser à l'érection. Alors c'est ce que j'ai actuellement, j'ai du Xatral, du Bactrim et du Permixon. Mais vous avez suivi, vous avez rencontré quelqu'un qui s'est intéressé tout particulièrement à vos problèmes de érectiles ou pas? Oui, j'ai passé une cystoscopie. Ça c'est urinaire, attention. Vous avez évoqué pour urinaire. Oui, je mélange tout, excusez-moi. Et pour l'érection, non, j'ai pas. Parce qu'en fait, là, j'entends bien que c'est pas la priorité, mais quand même, si vous avez les problèmes urinaires, c'est une chose, les problèmes d'érection, c'est autre chose, et c'est pas forcément les mêmes, j'imagine, les mêmes médicaments qu'il faut prendre. Par contre, est-ce que on vous a posé la question, est-ce que dans votre parcours médical, urologique, urinaire, diverticule, est-ce qu'à un moment donné, un médecin, quel qu'il soit, urologue, médecin traitant, on vous a posé la question, comment est votre érection? Absolument pas. Mais est-ce que le cardiologue a posé la question? Oui, le cardiologue, oui. Mais au niveau uro, il n'y a pas eu de question là-dessus. Voilà, et vous non plus, vous ne l'avez pas évoqué? C'était tellement court le rendez-vous, j'étais tellement angoissé aussi, que je me suis un peu raté pour les questions.
Et du coup, je me remets à vous en direct. Parce que vous voyez, en fait, un petit peu, c'est ce qui se passe, c'est que on n'a plus le temps parce que bon, là, le contexte médical il est comme ça, donc on est obligé de faire un petit peu là, ce qu'ils disent mes copains américains, c'est la médecine McDo, à savoir la médecine très rapide, vite, on n'a pas le temps, les gens arrivent, et ils sont même pas assis, l'ordonnance est répète imprimée, ils partent, etc. Et c'est là parce qu'on a quand même besoin de créer un lien empathique, de créer ce qu'on dit aux gens, il faut tendre la perche, parce qu'il y a un problème de perche, il faut l'attendre avant que ce soit rigide. Donc il faut mettre les gens en confiance, parce que quelqu'un qui n'est pas en confiance ne va jamais oser aborder ce problème très intime, parce qu'il a peur, il a honte, bon, il veut pas déranger, donc il reste, et ce qui se passe, quand vous, il est seul dans sa solitude, il souffre avec tous ces problèmes. Alors qu'on a des traitements, c'est ça qui est dramatique, on a des traitements, on a plein de choses. Il y a des bilans, il faut vérifier le taux de testostérone, parce qu'on a le PSA, c'est bien le PSA, il est fantastique, mais il est où votre taux de testostérone? Il y a combien? Ça vous savez pas, on vous a pas fait. Parce que ça, on n'a pas parlé. Parce qu'il est probable qu'il y ait actuellement, en effet, c'est ça. Il faut le voir. Et aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, prendre de la testostérone, c'est vraiment très simple. Et oui, bien sûr. Ça pourrait peut-être, dans votre cas, ça peut peut-être suffire. Après, il y a toute la panoplie qu'il faut pour que vous retrouviez des érections. Bon. Faut-il encore que vous en ayez envie, mais quand même, j'ai envie de dire que le fait de retrouver des érections, ça vous aidera aussi à vous sentir mieux. Parce que c'est un peu l'histoire du l'œuf et de la poule, quoi. Un homme qui a plus d'érection, se sent un peu déprimé, et puis il retrouve des érections, il est un peu moins déprimé. Donc, quelle est l'histoire de la poule, quelle est l'histoire de l'œuf? Sauf que votre histoire, elle est complète, mais il nous manque l'essentiel. Et le niveau de votre sexualité, parce qu'on nous a parlé du PSA, de la prostate, des diverses infections, et le niveau de sexualité. Vous êtes en couple, pas en couple, seul, solitaire? Vous en parler. Là, je démarre une relation avec une très belle personne. Donc d'entrée, je lui ai avoué que j'avais des problèmes à ce niveau-là. Et ça fausse un peu la relation dès le départ, et elle veut dormir avec moi, j'ai peur. Voilà. C'est justement, c'est le monde dans lequel, c'est jamais trop tard. Mais voilà, c'est ça. Donc Jacob, vous allez raccrocher et puis vous allez appeler. Chercher un andrologue. Donc, je sais pas où vous êtes, mais il y a dans toute la France, il y a des médecins. Alors, tous les urologues s'en occupent, mais ceux qui ont l'étiquette d'andrologue, ils sont beaucoup plus sensibles à ces dimensions sexuelles. La question hormonale, évidemment. Question hormonale. Donc voilà, chercher un urologue, andrologue, et ça. Dans toutes les grandes villes, il y en a un, quoi. Donc parce que il y a de fortes chances dans votre cas que ce soit ça peut se régler facilement. Donc, absolument. Donc ne perdez pas de temps. Et puis encore une fois, moi je suis, alors là c'est la sexothérapeute qui parle, je suis aussi pour dire aux hommes, attention, ne parlez pas trop vite. Vous rencontrez une partenaire, vous n'êtes pas obligé de parler très vite de vos problèmes érectiles. Vous pouvez très bien commencer la relation en flirtant, sans essayer de vouloir avoir une pénétration rapidement. Si vous savez que vous avez des problèmes d'érectiles, les femmes sont assez patientes en règle générale. Non. Elle est assistante à ce niveau-là. C'est dommage. Si elle est assistante, c'est un peu. Voilà. Après, voilà, de toute manière, ce qui est important, c'est, on parlait du mois de novembre, des Movember, c'est le mois de la santé. Il est important que le message pour tous les hommes, n'attendent pas un contexte sexuel érotique, de devoir, de conquérir pour faire le bilan de la santé qui doit être fait au standard. On est bien d'accord. De toute façon, un homme qui n'a plus d'érection, c'est un homme qui est peut-être pas en bonne santé. Absolument. C'est le message. C'est le seul message qu'il faut retenir. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Jacob. Et puis, ne perdez pas de temps, surtout. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. On va parler de l'érotisme. Est-ce que nous sommes vraiment le pays de l'érotisme? Il semblerait. Oui, on va voir. Et puis, nous aurons également notre jeu Lélo. Et peut-être que vous pourriez gagner justement un masseur personnel Lily de Lélo. Ça vaut le coup de rester à l'écoute pour gagner ce massage. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Vincent Hupertan, c'est difficile de donner une définition de l'érotisme, mais je vais tenter de le faire et vous pourrez réagir évidemment. Donc déjà, l'érotisme, ce n'est pas de la pornographie, puisque l'érotisme évoque, suscite le désir, tandis que la pornographie montre, alors bien sûr ça suscite l'excitation immédiate, mais elle montre l'acte sexuel, tandis que l'érotisme le laisse deviner, on pourrait dire. Hein. Donc on n'est pas forcément égaux, hein, de toute façon, face à la notion de l'érotisme, mais en quelque sorte, c'est ce qui va provoquer une réaction au niveau de notre libido. Donc c'est une attitude, une suggestion, une promesse de plaisir. Alors c'est évidemment la sensualité, hein, qui serait la première marche de l'érotisme, mais je pense que l'imagination est de loin la seconde. La troisième, ce serait le jeu, au sens que si on est trop sérieux, on pourra pas se laisser aller à se séduire, à provoquer le désir de l'autre, ni son propre désir d'ailleurs. Hein. Si on est trop sérieux, on a du mal avec l'érotisme. En quelque sorte, il faut oser, peut-être même qu'il faut être un petit peu égoïste pour entrer en connexion avec sa propre libido. Et quand les deux amants ont envie d'avoir envie, a priori, ils vont développer de l'érotisme. C'est tout à fait ça, c'est magnifique. Et moi, je résume l'érotisme avec une seule phrase. L'érotisme, c'est dans la dégustation. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est le plaisir dans la bouche avant d'être assis à table avec les mecs qui arrivent. Donc, toute cette promesse de plaisir qui va arriver, c'est une promesse qui se fait à deux, parce que quand on va pour une table qui est fantastique, qui est fabuleuse, dans un super restaurant, on va jamais seul, mais on s'y prépare. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, et puis on est dans le présent. C'est que je vais pas manger plus tard, c'est je vais manger, je sais déjà. J'ai déjà les armes dans la bouche, ce qui fait que le moment où je suis prêt pour la sexualité, toutes mes papilles sont ouvertes. Tout est ouvert, il est prêt à prendre. Donc du coup, il y a une explosion de saveurs. Et le souvenir émotionnel de cette expérience, il est démultiplié pour l'érotisme. Parce que si c'est juste un quickie, c'est bien. Mais on n'est pas nécessairement hyper marqué par ça. Donc cet érotisme, c'est quelque chose, toutes ces promesses de plaisir, de partage, de communion. Et je pense que ça se construit dans le couple, et c'est ça qui est important. Et ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Parce que seul, c'est mort. Seul, l'érotisme en solitaire. Encore que c'est pas mal de mettre un peu d'érotisme dans sa masturbation. Sinon, on est en effet dans un acte très mécanique. Sauf que là, on n'est pas dans un plaisir. On est vraiment souvent, j'ai plus tendance de penser que c'est une tension érotique, on a besoin de s'apaiser, donc on n'est pas du tout à la même chaise. Vous savez, c'est comme on a besoin de manger vite, on a faim, on est affamé, on va dans le fast-food à côté, on va vite avaler, c'est brutal, c'est violent. Oui, mais voilà. on a la satiété, mais ce n'est pas du tout l'expérience émotionnelle qu'on a dans un truc qu'on a préparé, l'érotisme, et que c'est pas toujours évident. En solitaire, l'érotisme pour les hommes, l'homme il a besoin de l'autre, on a du mal. L'érotisme en solo, c'est pas toujours facile. C'est très compliqué. C'est peut-être plus compliqué pour l'homme, oui. Mais on est très visuel. Pourtant, on n'est pas assez psy, pas assez dans la tête, dans ces dimensions. J'entends bien, mais c'est pourtant important d'essayer de le développer aussi à ce moment-là de solitude. Alors, je vais vous proposer de jouer avec Sud Radio et Lelo, puisque vous pourrez gagner ce masseur personnel Lily 3 de Lelo. Donc c'est un compagnon de voyage, hein, il est petit, compact, et donc on peut l'emmener un peu partout avec nous, et il a 10 modes de plaisir puissants, donc des vibrations aux intensités variables, des trucs plus aguicheurs, des pulsations jouissives, enfin bref, il paraît que c'est assez génial, et il est rechargeable par USB et parfaitement étanche pour éventuellement l'utiliser dans le bain ou sous la douche. Donc, c'est assez tentant. Donc, si vous avez envie de le recevoir, eh bien, c'est peut-être vous. Il suffit pour ça de vous d'envoyer par SMS à Brigitte au 7 20 18 pour vous inscrire. Et il y en a un d'entre vous qui sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Vous pouvez également, bien sûr, nous envoyer un message par SMS. Hein, Brigitte, votre message au 7 20 18 si vous avez envie de poser une question à Vincent Hupertan. Thierry, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Eh bien voilà un homme qui ne s'inquiète pas quand il a des pannes d'érection, et il va nous expliquer pourquoi. Très bien, super. Bonjour, on vous écoute Thierry. Bonjour. Oui, bonjour.
Oui, mais écoutez, non, je m'inquiète pas parce que oula, j'ai un peu d'écho. Bon, on va faire avec, hein, c'est le direct, parfois, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on entend un peu d'écho, je vous confirme. Allez-y. Ouais, donc, non, je ne m'inquiète pas parce qu'il n'y avait pas d'érection avec mon épouse. En fait, je n'en ai que très très peu. Très peu, c'est-à-dire une fois peut-être tous les 32 ou 33 du mois. Oui, d'accord. Voilà, j'ai 61 ans, on a 40 ans de vie commune, une vie sexuelle que je qualifierais de très épanouie. Vous êtes libertin aussi, je crois. Hein. Tout à fait, voilà. Par contre, mes pannes d'érection en libertinage sont quasi à chaque fois, quoi. D'accord. Donc vous en avez déduit que c'est pas vous qui êtes en panne, mais c'est votre esprit en quelque sorte. Absolument, voilà. À croire que mon sexe est directement relié à mon cerveau. Et fidèle. Il y a une autoroute là. Et que votre pénis est fidèle. Pas forcément l'autoroute du bonheur d'ailleurs. Votre pénis est fidèle à votre femme. Oui. Absolument, oui, c'est ça. Elle est à côté de moi, elle rigole. Et... oui, mon pénis est extrêmement fidèle et ne m'écoute absolument pas dans ces cas-là. Et elle me dit souvent, tu devrais être plus dans le lâcher prise, plus dans la prise d'initiative, voilà. La prise d'initiative, c'est-à-dire elle pense que c'est parce que vous n'êtes mais cela étant dit, vous n'avez pas l'air d'en souffrir. Donc ça vous va très bien. Ah non, j'en souffre pas. Bon, disons que quelquefois j'aimerais bien être un peu plus actif, si je puis dire. Hein. Mais après, il est vrai que quand je suis un peu plus dans le lâcher prise, un peu plus que je prends les initiatives, effectivement, là, tout peut fonctionner à merveille. Comme quand on est à la maison, mais voilà, j'ai un peu de mal à prendre les dessus et je suis plutôt passif qu'actif. D'accord. Et dans le cas de Thierry, est-ce que les fameux médicaments d'aide à l'érection pourraient fonctionner, non? Alors oui, bien sûr. La question, la question elle est simple. Oui, ça va fonctionner très bien, mais là, vu le descriptif, je suis sûr qu'au niveau corporel, il n'en a pas besoin. C'est juste dans la gestion des émotions. C'est ça qui pose problème. C'est que nous, sur le plan cérébral, on est en deux modes de fonctionnement. Le il faut. Les cases à cocher, il faut y arriver. Donc, on est projeté sur l'autre, sur la réussite, et puis l'autre, donc, j'existe, c'est moi, je suis excité, etc. Et que, lorsque vous êtes porté sur l'excitation, ça fonctionne, mais vous êtes dans le mode il faut avoir l'érection, là, vous perdez vos lâcher prise, parce que lâcher prise, justement, je suis dans quelque chose que je dois accomplir. Et lorsque vous êtes dans ce mode-là, là, ça fonctionne pas. Parce que du coup, le mode cérébral, le fonctionnement du cerveau fait que on est en mode il faut, et là, l'érection ne fonctionne pas, ou elle est très fragile, elle tombe rapidement. Absolument, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, ces fameux médicaments, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai dit, on va voir si ça fonctionne ou pas. Et je dirais que ça a plus un effet placebo, psychologique, que réellement... non, pas du tout. Non. Il y a un vrai effet pharmacologique. Donc, la probabilité... ça va fonctionner quasiment, je suis sûr, à 100%, quand on parle sur médecine de 100%. Qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais surtout, ça va fonctionner. Mais c'est pas du tout psychologique, c'est pas du placebo. C'est un vrai effet pharmacologique, ça va fonctionner, ça vous permettra d'avoir des érections, et petit à petit, peut-être, réapprendre. C'est ça l'intérêt. L'intérêt du traitement, c'est pas prendre le traitement en permanence, c'est de réapprendre comment la gestion des émotions pour que finalement le corps qui n'a pas besoin, et le corps n'est pas abîmé, vous êtes un jeune en pleine forme avec des érections de qualité comme il le faut, que vous arrivez que votre esprit soit aussi dans ce mode
d'excitation, de plaisir. J'exige, je suis connecté avec moi et ma partenaire, pas uniquement. Donc il faut que je suis le mari respectable qui doit assumer ses fonctions. Écoutez, puisque votre femme est à côté et qu'elle écoute, il faudrait qu'elle s'amuse de temps en temps, quand vous allez en club, de glisser dans votre verre un médicament, et puis parfois pas, et puis vous verrez bien s'il y a un effet placebo ou pas. Elle pourra faire une petite enquête. Disons que ce fameux médicament me rassure quelque part et fait que je pars en club ou en soirée en étant un peu armé, plus... en étant armé. Voilà, psychologiquement armé, quoi. Oui. Et c'est vrai que ça alors ça peut-être aussi. Alors ça va fonctionner. Y a pas de alors ça peut-être les deux effets, c'est-à-dire que ça. Il y a toujours, enfin, je l'appelle plus un effet psychologique qui est sûr. On le voit bien lorsqu'on compare les deux groupes pour avoir l'efficacité. Ceux qui prennent le traitement et le placebo, il y a quand même chez les autres, il y a un effet, mais sauf que l'effet il est court, il est pas assez fort et il va rapidement s'éroder. Donc il y a quand même il y a une dimension psychologique certes, mais il y a quand même un vrai effet pharmacologique artériel vasodilatateur, ça c'est certain. Ça, c'est sûr, je n'en doute pas. Mais je suis complètement d'accord avec vous, Vincent, quand vous me parlez de il faut. Et là, on se met la pression psychologique et l'érection, si elle arrive, elle est fragile. Ah oui. Certain, parce qu'on ne pense qu'à ça au lieu de penser au moment présent et prendre du plaisir sur le moment présent. Mais la pire des choses pour les hommes, et ça doit être votre cas, vous arrivez en club et puis vous êtes en train de vous observer pour voir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et ça, c'est la pire des choses. Quand un homme commence à focaliser toute sa concentration sur son pénis pour être sûr que ça va marcher, ça marche pas. Et c'est à ce moment-là que vous créez les conditions pour la panne suivante. Parce que vous avez déclenché un circuit de pensée automatique qui viendra de plus en plus rapidement et fréquemment pour les fois d'après. Parce qu'en fait, vous allez vous conditionner avec cet automatisme mental de l'échec. Parce que, vous savez, entre le moment où la mécanique cérébrale, neurobiochimique, on voit les molécules pour arrêter l'érection et le moment où on prend conscience, il y a un écart de 300-500 millisecondes, donc il y a un petit écart. Mais si vous faites à chaque fois cet automatisme, cette perte d'érection deviendra systématique. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Heureusement, je compense par du savoir-faire, si je puis dire. Et bon, certaines personnes disent que je ne suis pas mauvaise langue, voilà. Vous parlez très bien, Thierry, je vous le confirme. Non, mais de toute façon, vous avez la solution. Dans votre cas, il n'y a vraiment aucun problème d'érection, on l'a bien compris. Donc après, c'est à vous de voir quand est-ce que vous avez envie, si de temps en temps vous avez envie d'être un peu plus sûr de vous, il n'y a pas de raison de vous en priver. Ponctuel, c'est tout, dans votre cas, c'est tout à fait facile. Bon, on va revenir sur les questions d'hypertension et d'érection avec Yann dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Vincent Hupertan, vous êtes urologue et sexothérapeute. Je rappelle également que vous avez votre podcast Prostate Minute où vous répondez à pratiquement toutes les questions que les hommes peuvent se poser sur leur pénis et leurs érections. Vous pouvez nous appeler si vous avez envie de poser une question à Vincent Hupertan au 01 53 92 22 60. Mais pour l'instant, on revient sur les questions d'hypertension et d'érection avec vous, Yann, je crois. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour docteur Hupertan. Bonjour Yann. Alors attendez. Alors attendez, je vais couper ma radio parce que... C'est mieux. Oui. Vous allez nous entendre dans le téléphone, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez été opéré, si je lis mon conducteur, d'une prostatectomie, n'est-ce pas? Oui. En fait, si vous voulez, on a déjà été en contact, Brigitte, et je reviens sur l'histoire parce que le fait est que d'avoir eu cette opération par un excellent urologue d'ailleurs, mais qui n'était pas du tout sensible à la psychologie et ni à la sexualité, comme bien malheureusement beaucoup. J'ai pas eu, je dirais, le suivi naturel. J'ai été obligé de le faire moi-même. J'ai eu de la chance parce que ça a bien marché. Voilà. J'ai eu une latence d'érection d'environ 6 mois.
Oui. Et ensuite, ça a repris doucement. Après, ce qui se passe maintenant, c'est que cette opération a eu lieu il y a maintenant 12 ans. 12. J'avais 52 ans. Et maintenant, j'en ai 67. Et donc, aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui arrivent. C'est l'âge. Et l'âge, ça amène des petites difficultés liées à l'hypertension, puis à la fatigue peut-être, et puis peut-être que c'est normal. Ah, je dirais pas, c'est pas normal, ça s'explique, c'est compréhensible, mais d'ici de là à parler à la normalité, c'est pas, je pense pas que le terme est très très heureux dans le contexte. En tout cas, il y a des solutions, donc il faut. Alors, en effet, il y a des solutions, il y a des médicaments qui marchent très très bien. Personnellement, j'ai remarqué en particulier que lorsque je sais que je n'ai pas une libido, on va dire, suffisante, je fais un petit traitement de fond avec du Cialis, mais à très très faible dose, tous les jours. Et en fait, ça fonctionne très très bien. C'est magnifique, c'est trop bien, c'est parfait. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que le Cialis est assez vulgairement vendu en 20 mg. Et actuellement, mon dosage, c'est 2,5 mg par jour. C'est très bien, c'est top. De toute façon, oui, on a toujours intérêt, quand on prend un médicament, d'ailleurs, même si c'est pour autre chose qu'une panne d'érection, on a toujours intérêt à prendre le dosage minimal et puis d'augmenter le dosage si ça suffit pas. Mais on est surtout, vous voyez, c'est là le premier qui est évoqué. Quand on va traiter le problème d'érection, est-ce qu'on va traiter une performance ou on va traiter une fonction, vous voyez? Parce que là, dans les maladies chroniques quelles qu'elles soient, l'hypertension, diabète, prostatectomie radicale, syndrome métabolique, on est dans la fonction. Donc on a tout l'intérêt de donner des traitements continus parce que du coup ils sont à très faible dose, ça maintient la fonction. On n'a plus la sexualité vraiment très régulière et les plus éparse, mais c'est pas grave, parce que ça maintient la fonction. On n'est pas dans le traitement à la demande, juste un sildenafil, un comprimé une heure avant, c'est quelque chose qui va rétablir la fonction. Et lorsqu'on a de l'hypertension, lorsqu'on a un peu de diabète, comme on dit, lorsqu'on a une sexualité qui n'est pas toujours aussi... le traitement quotidien, c'est fantastique. Que ce soit 2,5 ou de 5 mg, c'est un traitement qui est excellent. Et puis la question qui vient, est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on a l'impression que pendant un traitement quotidien, au long cours, on a une étude qui est publiée en 2024, l'année dernière, aux États-Unis, Mayo Clinic, qui montre que certains patients qui prennent des traitements au long cours, il y a moins d'accidents cardiovasculaires. Donc ce n'est pas un traitement qui est dangereux, dans certains cas, c'est un traitement qui est protecteur. Oui, donc Mais je pense que, je sais plus qui l'autre jour me disait ça, mais j'ai trouvé que c'était très juste. La moitié des personnes de plus de 60 ans, si elles ne prenaient pas de médicaments, seraient mortes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir que les médicaments, certes, ils ont des effets qui sont pas toujours bons, mais en même temps, sans le médicament, le corps, voilà, il faut accepter. C'est exact. Quand on vieillit, il faut accepter qu'il y ait ça fait partie. C'est le prix à payer. Oui, en effet, d'ailleurs, si j'avais pas été opéré de la prostate, d'après mon urologue, je ne serais plus là. Ben voilà, donc c'est ça. Donc voilà, il faut choisir le mieux. Hein. Voilà, c'est ça. Donc il y a toujours un avantage et un inconvénient, c'est qu'on parle toujours de la prostate des urologues comme si on est tout le temps à vouloir faire tomber les prostates. Non, on soigne des maladies, on connaît le prix à payer de ces maladies, mais on est, comme vous disiez au début, c'est que on est très timoré pour aborder sexualité. On a peur d'évoquer l'érection, alors que c'est un traitement naturel. Un homme qui a des problèmes d'érection, un homme qui va saigner la prostate, il faut toujours s'intéresser où on est, sa sexualité, son érection, sa vie sexuelle, sa vie intime. Pourquoi? Parce qu'on a des traitements. Il y a d'ailleurs, si je puis me permettre, un sujet qui n'est jamais abordé par les urologues. Ils vous enlèvent la prostate, ça c'est une fonction qui va plus exister, mais personne ne va vous dire que vous n'aurez plus d'éjaculation.
C'est juste ce que vous dites. C'est que on est, vous savez, on a parlé tout au long de cette émission déjà. On a dans un contexte médical qui est tendu, avec une pression. Il faut qu'on consulte souvent, donc, et que obligatoirement, à force d'être obligé par un système de facturation tel qu'il est, d'avoir un nombre minimal de consultations pour assurer la prise en charge correcte, il y a des choses qui passent à la trappe. Et ce qui passe à la trappe, ce qui n'est pas indispensable, comme si la sexualité ne fait pas partie de la vie, comme si la sexualité c'est juste la prime de Noël ou le bonus, alors que la sexualité active, elle est dans la vie. Mais bon, on n'est pas formé durant les études, on n'est pas formé après, et dans le quotidien, on va à l'essentiel, et c'est problématique. Cet aspect-là, qu'on vous dit, il est juste. Il y a déjà une chose qui serait assez intéressante au niveau de cette pathologie, c'est d'avoir plus de liaisons transverses avec les gens qui traitent la psychologie, des gens qui traitent la sexualité, parce que on devrait avoir systématiquement un suivi psychologique, parce que c'est un changement radical de la fonction homme. Bien sûr, mais vous avez évidemment raison sur la question des opérations de la prostate, mais j'ai même envie de dire que sur tout problème médical, sur toute maladie, il y a forcément un effet sur le psychisme. On sait très bien le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps, et le jour où la médecine acceptera de prendre un patient pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain avec un esprit, des émotions, je pense qu'on améliorera largement notre médecine qui aujourd'hui est très opératoire. Oui, c'est ça. On soigne pas un patient, on soigne un pénis, on soigne un c'est la cœur, pathologie d'organes. On va soigner des organes, on soigne pas des gens malades, on soigne l'organe. Donc là, vous, le sujet, c'est la prostate, c'est pas vous. Et votre prostate, elle a pas pu demander à son médecin ce qui allait se passer. Voilà, on a une médecine qui est fantastique, une médecine qui est excellente, mais c'est une médecine avec une dimension comptable, avec un coût qui est comme ça. Donc, bien sûr, il y a des projets qu'on a mis en place, mais tout ça, du point de vue politique, c'est en l'heure. Alors que je dis aussi, excusez-moi, j'ai fini. C'est juste. Attendez, on va laisser parler Yann, vous pourrez parler après. Excusez-moi. Allez-y, Yann. Je veux dire une chose qui est assez intéressante, c'est que le protocole concernant l'ablation de la prostate, il prévoit bien la rencontre d'un psychologue. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand vous arrivez à l'hôpital, on va voir passer une personne qui va dire, voilà, je suis psychologue, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Mais quelle erreur! Quelle erreur dramatique. Il devrait dire, voilà, vous allez être opéré, je viens vous voir dans 2 jours. Oui, mais comme il doit pas avoir trop de temps, et il se dit sur ceux à qui je vais proposer de m'appeler, il y en a qu'un sur 3 qui m'appellera, donc ça ira. Moi, j'ai pris rendez-vous au même moment. Et vous avez donc pu parler au psychologue? Ouais, alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que je suis resté en lien avec ce psychologue-là pendant près de 6 mois. D'accord. Donc ça vous a aidé à franchir, à vivre le après sans prostate. Oui, parce que toutes ces modifications physiques, physiologiques, il faut les accepter. Bien sûr. Et c'est la tête là qui travaille, et il faut trouver quelqu'un qui fasse travailler la tête comme il faut. Il faut s'accepter comme un homme différent de ce qu'on était avant. Et c'est vrai que ça, c'est très très important. Merci de ce témoignage, Yann. On laissera Vincent Hupertan réagir après les infos, puisque vous vouliez dire beaucoup de choses, Vincent Hupertan. Et puis vous pouvez, pendant les infos, trouver la réponse à ma devinette. C'est une femme qui croit que son amant exerce le métier d'anesthésiste. Pourquoi? La réponse après les infos. Sud Radio. Ce flash, bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer à évoquer l'érection et les dysfonctions érectiles, pour parler proprement. C'est comme ça qu'on appelle. On dit plus l'impuissance. C'est un mot qui a été complètement banni. Vous savez, on va étiqueter les mots, on va tout de suite le bon, le mauvais, inadapté. Oui, c'est malgré tout, c'est une capacité de pouvoir assurer. Donc, oui, c'est vrai que ça a l'air une connotation négative. Donc, c'est très médical. Mais ça n'empêche que dans le langage quotidien,
une puissance. Non, mais c'était pourtant intéressant parce que quand on parle d'impuissance, quand il n'y a pas d'érection, on voit bien à quel point pour un homme, ne plus avoir d'érection, c'est se sentir impuissant. Et donc c'est le sens initial. Mais dans le contexte actuel de puissance, vous voyez, la société des dérives, société d'interprétation, de sous-interprétation, il faut faire très attention au poids des mots. Bien sûr, mais ça avait quand même du sens. Alors, absolument. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 53 92 22 60 si vous désirez poser une question à Vincent Hupertan ou si vous avez envie de témoigner. Alors, on a les femmes aussi qui vont forcément qui peuvent également réagir, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi cette femme croit que son amant exerce le métier d'anesthésiste? Pour une fois, je pense que c'est simple, parce qu'elles ne sont rien. Oui, c'est tout à fait ça. Bravo. Ça, c'était facile parce que c'est une blague de Caravan, donc ça. Oui, j'imagine, que vous l'avez déjà entendu. C'est ça. Et oui, quand c'est parce qu'elle a fait l'amour toute la nuit avec lui et qu'elle n'a rien senti. Absolument, c'est ça. L'anesthésiste, oui, chérie. Alors, Noah est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes d'accord, c'est important aussi pour les femmes, l'érection. Oui, tout à fait. En fait, malgré que je sache que l'érection n'est pas forcément en lien avec la partenaire, ou le partenaire, selon les personnes, c'est vrai que je le vis plutôt mal. Je prends ça pour moi, ça me renvoie une mauvaise image de moi. J'ai l'impression de pas être sexy, pas désirable. Et ça vous est arrivé avec ça joue sur la confiance en moi, en fait. Oui, mais vous avez raison, et beaucoup de femmes pensent la même chose et ressentent la même chose. Et comme je le dis souvent, notre ressenti, c'est notre vérité, donc elle n'est pas discutable. C'est avec des partenaires occasionnels ou c'est avec un partenaire déjà dans toutes mes relations longues, les 3 dernières en l'occurrence, il y a toujours des problèmes avec la sexualité. En fait, les 2 premières, je vais dire que c'était plus parce qu'au bout de 3 ans de relation, ils m'ont renvoyé que j'avais trop d'envie, trop de libido. D'accord. Et qu'avec le temps, ça débloquait. Oui. Donc, ça finissait par attendre vraiment notre sexualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous dit que c'est de votre faute, de toute façon, c'est pas simple. Peut-être que vous les choisissez trop vieux, Noah. Non, même pas. Ils sont toujours plus jeunes. Je plaisantais. C'était de l'humour. Oui. Maintenant, c'est là où on voit quand même aussi la société qui a changé. C'est-à-dire, vous êtes une femme aujourd'hui qui ose affirmer son désir, son envie, je dirais même plutôt son envie d'avoir beaucoup de relations sexuelles avec un homme. Et pourquoi pas? Et c'est bien parce que vous êtes libérée. Et du coup, ça fait peur à votre partenaire. Et du coup, ça provoque des pannes d'érection. Donc, on voit bien comme quoi vous seriez né il y a un siècle, vous n'auriez pas eu ce comportement-là et votre homme aurait été tout à fait à l'aise et n'aurait pas connu de panne. Ouais, et pourtant au début, à chaque fois, il renvoie le fait que c'est génial, c'est trop bien d'avoir une femme qui a toujours envie, au départ, qui est toujours ouverte. Oui, parce qu'au départ, ils peuvent avoir autant de sexualité qu'ils ont envie, sauf qu'à un moment donné, vous leur faites peur par votre puissance, justement, et ça les rend impuissants. Ok. Bon, après, le deuxième, il y avait aussi une addiction à la cocaïne qui fait que ça finit par atteindre ses fonctions la coke, c'est pas bon pour l'érection. Généralement, toutes les drogues, parce que du coup, il y a un double effet. Il y a un effet cérébral, mental. On a l'impression de libérer, mais en même temps, ça complexifie beaucoup le plaisir, l'érection, la mécanique. Il y a un effet vasoconstricteur. Donc, en fait, en fin de compte, c'est très mauvais parce que ça a l'air très cool, très sympa, mais en fait, en fin de compte, à la longue, c'est très mauvais.
Ah ouais, mais c'est horrible même, parce que ça s'est fini avec ce temps qu'il pouvait avoir des rapports que sous cocaïne. Oui. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter les rapports quand il prenait de la cocaïne. Du coup, il n'y avait plus de rapports. Et lui se masturbait devant des films porno toute la nuit, quoi, avec sa coque. Voilà. En fait, la cocaïne, ce qui lui permettait de lâcher prise. En fait, il est incapable, avec vous, d'être sur l'excitation, sur le jeu. Il était dans le devoir d'assurer face à une femme qui est dominante, qui est exigeante, qui demande, qui ose. Hein, et la seule manière de déconnecter, de décrocher, c'est l'alcool, là où la cocaïne, donc obligatoirement, c'est cela qui lui permettait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème d'érection, et un problème de gestion de l'émotion. Alors, voyez, Noah, merci de votre témoignage, parce que vous enfoncez le clou d'une théorie psychanalytique qui est souvent décriée. L'homme a toujours un peu peur de la femme, parce qu'en effet, elle peut le mettre en danger face à son érection. Et donc une femme qui en veut beaucoup, comme c'est votre cas, et c'est tout à fait votre droit, et je trouve que c'est même plutôt un signe de bon épanouissement de votre féminité. Vous, à un moment donné, vous le mettez en danger. Parce que c'est quelque chose qui doit être prêt tout le temps, et donc ça le fait paniquer un petit peu, et du coup il en perd son érection. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent? En fait, il y a tout à fait, c'est un nouveau rapport des forces. Un nouveau rapport des forces entre les deux sexes, qui était dit faible et le sexe fort, tout ça c'est fini, it's over. Et ma consultation abonde des hommes qui sont tétanisés, qu'ils ont peur, qu'ils doivent assurer que... ils me disent tous, docteur, les femmes d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Là, mais non. Oui, et ils sont là, tétanisés, parce que il y a cette exigence de résultats, de réussite, il faut que ça fonctionne, etc., etc. Et donc, ils n'arrivent plus à être dans le plaisir, dans le partage, dans le fameux lâcher prise. Donc, évidemment, alors, il y a certains, comme c'est le cas, c'est la coke qui les aide à décrocher, d'autres, je n'ai pas mal, c'est l'alcool qui les aide à décrocher, et puis à tous les autres qui sont complètement perdus et qui finalement mettent fin à leur relation parce que, docteur, je n'arrive plus à suivre. Voilà, donc c'est terrible parce que je crois que on a perdu le sens du partage, de discuter, de se comprendre. On est tout le temps, c'est le monde occidental, on est dans la on est dans la performance, dans la réussite, dans le montrer, dans l'élection, dans la montre, dans la réussite, et que on n'est plus de ces dimensions de communion, de partage émotionnel, de bien. Alors heureusement, il y a encore des personnes qui arrivent. Heureusement. Mais je pense, Noah, que il faut que vous acceptiez aussi de comprendre cette fragilité sexuelle chez l'homme, et que vous puissiez, en comprenant ça, composer un tout petit peu pour ne pas le mettre dans une situation où vous allez justement prendre un petit peu d'ascendant sur lui, et à ce moment-là, vous allez retrouver à nouveau ces déficiences érectiles. Et puis, ça vous permettra de comprendre que c'est pas votre capacité à être désirable qui est en jeu, mais c'est votre prise enfin votre liberté, votre pouvoir, parce qu'il faut bien comprendre que l'homme, il a une érection, il a une éjaculation, puis après il y a une petite mort, comme on dit. Vous pouvez avoir 5 rapports en suivant, c'est pas un problème. Donc vous êtes de toute façon sur le plan sexuel, quoi qu'on en dise, vous avez... On n'est pas en pied d'égalité, on n'est pas sur le pied d'égalité. On est bien d'accord, voyez. Et donc ça aujourd'hui, ça rentre je pense que ça rentre dans l'inconscient masculin, et ça met beaucoup d'hommes en danger. Et donc c'est aux femmes qui sont comme vous libres sexuellement de vraiment bien l'entendre, pour pouvoir ne pas en rajouter, si je puis dire. Voilà, oui. Mais j'étais plus... je me comporte plus dans la relation, pas sexuelle, mais dans la relation, comme quelqu'un de soumise. Et j'ai beaucoup m'adapté à l'autre. Donc j'ai pas cette impression de... Au contraire, je suis plutôt dans l'attente, l'acceptation. J'essaye plein de choses. Mais bon, et aujourd'hui, je suis tombée dans un système où je suis de nouveau attachée à un homme qui a aucun souci d'érection, mais qui est dans l'hypersexualité, même l'addiction au porno, et
et au libertinage, mais à l'extrême. Hein. Oui, donc c'est pas ça que vous cherchez non plus. C'est-à-dire que vous aimeriez rencontrer un homme qui a la même vision que la sexualité que vous, c'est-à-dire une sexualité où on s'épanouit, on prend du plaisir et puis on est dans le partage. Et oui, oui, bien sûr. Là, je vois, ce week-end, on s'est vu, il a voulu faire une vidéo sur Wide. Du coup, il me filme, il nous filme. Mais il est plus avec moi. Il répond aux messages. Il est dans un exhibitionnisme, bien sûr. Il est dans la prestation, dans la performance. Il est dans la performance. Ben, respectez-vous parce que c'est pas ce que vous voulez. Voilà, il faut être en accord avec soi-même avant tout, avant d'être en accord avec l'autre. Il faut être en accord avec soi-même, ses attentes. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, posez vos limites parce que sinon. Il faut trouver le match. Il faut trouver le match parfait. C'est sûr que vous risquez peut-être de le perdre, mais il faut pas vous perdre. Oui. Vous voyez ? Oui, de toute façon, c'est un homme marié, c'est un homme qui a toujours vécu comme ça, beaucoup d'infidélité, beaucoup de mensonges, il vit dans l'illusion et du coup, même si ces mots semble être vrai, j'ai du mal à... il est peut-être... Attendez, ça n'empêche pas qu'il peut être amoureux de vous. Ça, c'est deux choses différentes. Vous savez, il faut aussi comprendre que la sexualité et l'amour, c'est parfois pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Superposables. Et il est fort probable qu'il soit amoureux de vous, mais en même temps, il a sa sexualité débordante qu'il vous impose. Qui ne contrôle pas, d'ailleurs, lui-même, il ne le contrôle pas. Il est débordé par ses... disons que ça pourrait me plaire si j'existais dans ce système, mais j'existe plus quand il est dans les... Mais non, parce que là, il est débordé par sa sexualité qui n'est plus du tout en relation avec le sujet, mais qui devient son objet de préoccupation principale. Vous n'êtes plus en sujet, vous êtes l'objet. Et donc c'est pas bon. On peut de temps en temps accepter d'être l'objet sexuel de l'autre, pourquoi pas. Mais quand ça ne nous convient pas, voilà, c'est ça. Et là, vous êtes en train de dépasser vos limites, donc. Ah oui, parce qu'on est partis à Cap tous les deux. En fait, ça s'est pas concrétisé de la soirée. Moi, ça aurait pu me satisfaire. On a joué. Mais lui, il a passé des heures et des heures à marcher sous la pluie après le soir pour arriver à trouver absolument. Le plan de la soirée parce qu'il était trop frustré, quoi. Ben oui, donc on voit bien que là il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction. Et voilà, il y a un problème beaucoup plus complexe que. C'est pas à vous de le résoudre. C'est ça. Il y a des. Ah oui. Eh ben oui, c'est pas simple aujourd'hui mais ça n'a jamais été simple. Ça n'a jamais été simple, pas plus. On va se quitter un court instant et on va retrouver pour C'est maintenant Muriel qui a envie de nous raconter ce qu'elle dit à son enfant intérieur. Tous les jours, de commande. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Alors Vincent Hupertan, dans ce moment d'antenne, on propose aux auditeurs peut-être de donner une phrase qui les a aidés à un moment donné, ou peut-être de demander pardon à quelqu'un. Enfin, vous savez, de temps en temps, il est important d'ouvrir son cœur et d'oser dire quelque chose qu'on n'a peut-être jamais osé dire. Alors Muriel est avec nous et je crois que c'est à votre enfant intérieur que vous avez osé dire quelque chose. C'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Tout à fait. J'ai envie de lui dire qu'il faut avancer et qu'il y a toujours pire et que tout problème a des solutions. C'est bien, c'est une manière d'oser, tout simplement. C'est quelque chose que je répète souvent. Il faut oser vivre. Et c'est vrai que on n'évitera pas les épreuves de la vie. De toute façon, on en rencontrera tous. Mais si on ne vit pas, on passe quand même à côté de sa vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dire ça, justement? Par rapport à des épreuves, quand j'étais enfant, j'ai été agressée. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, écoute, il faut avancer. Pense à ceux qui ont des situations bien pires. Voilà. Et je le dis pareil à mes enfants. Je dis, tout problème a des solutions. Ça permet de prendre du recul et de pas prendre des décisions à la hâte. Voilà.
Oui, il y a une phrase aussi qui est assez qui est un peu dans le même sens de ce que vous dites. Le pire n'est jamais certain. Hein. C'est vrai. Non, mais en même temps, oui, l'agression que vous avez vécue quand vous n'étiez pas encore adulte, ça va forcément provoquer peut-être un peu d'insécurité. Et ça prend du temps de retrouver confiance en soi et d'oser à nouveau aller de l'avant. Hein. C'est ça. Surtout qu'il n'y a pas eu d'écoute et d'aide. Donc je me suis sentie très seule. Et du coup, j'ai trouvé de l'énergie ailleurs. Et où est-ce que vous avez trouvé cette énergie ? À travers des personnes, à travers des profs, à travers des amis. C'est vous aussi qui avez su trouver cette aide auprès de ces gens-là, parce que c'est ça. il faut pas vous sous-estimer non plus, Muriel. J'ai été déçue de la famille qui n'a pas été à l'écoute. Et du coup, ça m'a un peu décontenancée. Et j'ai cherché où j'ai pu de l'écoute et sans en parler forcément. Oui, mais vous savez, d'abord, oui, la famille, ça vaut ce que ça vaut. Hein. On la choisit pas. De toute manière, on la choisit pas, la famille. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Il faut la chercher là où on peut trouver cette aide-là. S'il n'est pas naturellement de la famille, il faut la chercher ailleurs. Donc Et là où quand même il faut être content de vous, c'est que vous avez compris à un moment donné que votre famille ne pouvait pas vous donner l'aide dont vous aviez besoin, et vous avez ouvert les yeux et vous avez trouvé des points où vous pouviez avoir de l'aide. Vous voyez, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que vous avez quand même eu cette capacité-là, et c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à ne pas baisser les bras. C'est ça. Et ça s'est reproduit aujourd'hui par rapport à un diagnostic médical. J'appréhendais beaucoup le résultat. Et en fait, je suis tombée dans la répétition. La famille n'était pas à l'écoute. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, t'attends encore d'eux. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que vous avez parlé à votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, il attendra toujours de la famille ce qu'il n'a pas eu. Et ça, c'est une règle qu'il faut absolument qu'on comprenne tous. On a tous été déçus, à plus ou moins grande échelle, de notre famille. Soit de notre père, soit de notre mère, soit de nos frères, nos sœurs. On a tous, à un moment donné, été déçus parce que de toute façon, l'enfant, il attend tout de sa famille. Donc on ne peut être que déçu. Alors vous, visiblement, vous avez un curseur assez important en ce qui concerne la déception, mais c'est une règle générale. Donc il faut à un moment donné, en effet, parler à son enfant intérieur et lui dire, bah écoute, tu sais que tu peux pas compter sur elle, donc tu voudras continuer à espérer, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, on avance et on y arrive. C'est ça. Tout à fait. Et vous trouverez, et à ce moment-là, vous saurez trouver à côté des personnes sur qui vous pouvez compter. Tandis que si vous restez dans cette attente, vous n'ouvrez pas les yeux vers l'extérieur, vous voyez. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve des activités aussi extérieures. J'ai des passions qui me permettent de me décaler aussi par rapport à cette attente. Pardon. Très bien. Bah écoutez, suivez votre chemin, les yeux ouverts, et vous verrez toujours autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter. C'est clair. Merci beaucoup, Muriel. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. Je vais vous proposer des menottes, Vincent Hupertan. C'est un petit jeu intéressant. Et puis, on va dans un instant aussi parler d'un autre problème d'homme qui est l'inverse. Enfin, l'inverse. Je vous en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Gitla et Sud Radio, le Sexo Conseil.
Alors, les menottes, Vincent Hupertan, c'est de plus en plus, ça se vend de plus en plus. Depuis quand? Depuis 50 nuances de gré. Ah oui. C'est ce fameux livre qui a été un best-seller, qui a fait monter en flèche la vente des menottes, tout simplement parce que dans cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est soumise. Oui. Et qui donc est attachée, etc., etc. Et ça a libéré un fantasme féminin très fréquent. C'est un fantasme de soumission, puisqu'on a les mains attachées, donc on est obligé de subir sans rien pouvoir faire. Alors, il y a certains qui vont jusqu'à dire que c'est un fantasme de viol, mais bon, je n'utiliserai pas le mot parce que ça serait très mal entendu. Alors, la première chose que je veux dire en parlant de ça, c'est qu'on ne se fait jamais attacher avec un homme qu'on ne connaît pas. Parce qu'en effet, une fois qu'on est attaché, on peut subir des choses qu'on n'a pas envie de subir. Donc c'est un jeu qu'on fait avec un partenaire en qui on a totalement confiance, évidemment. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors aujourd'hui, il y a énormément de sortes de menottes, plus ou moins fantaisie. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, un foulard, une cravate pour attacher les mains de sa partenaire si on n'a pas été acheté de menottes dans un love shop. Inutile de serrer trop fort. Moi, je préfère faire attention aussi parce que quand on met par exemple les menottes avec les mains dans le dos, ça donne quand même une sensation plus violente d'être attaché. Donc une première fois, je préfère qu'on attache les mains devant. On peut aussi les attacher à un meuble, mais là c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis, ce qui est important, c'est qu'évidemment celui qui est attaché, qui est donc a priori le ou la soumise, soit quand même avec quelqu'un en qui il a confiance, puisque c'est quand même celui qui est le dominant en quelque sorte, qui a le pouvoir, et c'est à lui de voir si jamais il y a de l'affolement dans les yeux de la partenaire, de libérer, parce que c'est un jeu entre adultes consentants et il s'agit pas qu'il y ait le moindre sensation d'agression, etc. Mais c'est une expérience qui peut être intéressante si on est sûr que ça s'arrêtera si on dit stop. C'est une expérience intéressante parce qu'en effet, il y a une sorte de soumission obligatoire, puisqu'on n'a pas les mains pour agir. Voilà. Et puis je vous rappelle qu'on va aussi vous redonner une petite chance encore de gagner ce masseur personnel Lily 3 de Lelo. C'est le moment de jouer avec Lelo et Sud Radio. Vous savez que c'est un masseur personnel qui est tout petit, donc il peut se mettre dans votre sac de voyage et être emmené partout. Et il a 10 modes de plaisir, ça va des vibrations à des pulsations. Bref, c'est tout à fait intéressant. C'est rechargeable par USB et c'est étanche. Vous souhaitez le recevoir, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18 pour vous inscrire et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. On continue avec Carman qui va revenir sur non pas la dysfonction érectile, mais sur quelque chose qui est pas très très sympa non plus. Bonjour Carman. Oh là, on a un petit problème de je ne sais quoi d'ailleurs. Peut-être qu'elle joue déjà avec le masseur vibrant. C'est possible. C'est possible. Alors on réessaye. Carman, est-ce que vous nous entendez? Non, visiblement elle n'est pas là. On va faire ce qu'il faut pour essayer de la récupérer. Je crois qu'elle voulait nous parler de l'éjaculation précoce, qui est un autre problème masculin, qui est peut-être d'ailleurs d'abord fréquent chez les jeunes, ce qui n'est pas le cas des pannes d'érection. Et qui est beaucoup plus fréquent, je crois que c'est presque 40% des hommes qui au départ ont des problèmes de... Après oui, c'est un problème fréquent, mais on mélange un peu les mécaniques. Il y a plusieurs types de mécaniques qui sont, voilà. Rappelons-le, l'éjaculation, c'est-à-dire l'orgasme masculin-féminin, c'est quoi? C'est un acte réflexe. Comme saliver, c'est qu'il y a une stimulation et une réponse motrice qui va amener à exploser la semence, parce que n'oublions-le, faut pas l'oublier, l'éjaculation, c'est la fertilité. Voilà. Et que c'est un réflexe. Voilà. C'est un axe qui est pas toujours contrôlé. On veut qu'on contrôle par les Saint-Esprit, par la tête. Et c'est pas toujours le cas. Donc, il y a des hommes. On contrôle notre excitation, mais pas l'éjaculation. Donc, il y a
une forme dite idiopathique. Pourquoi idiopathique? Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. On a une idée que c'est biologique, il y a un problème de récepteurs cellulaires. Bref, c'est des hommes qui auront une éjaculation très rapide, j'aime pas précoce, mais très rapide, moins d'1 minute la première fois, et s'ils ne font rien, à 80 ans, ils vont rester de la même éjaculation moins d'1 minute. Même si, soi-disant, avec l'expérience, ils vont gagner 3 secondes ou plus, on va rester toujours 1 minute, 3 secondes, très rapide, ça change pas grand-chose. C'est une mécanique rapide. Eh bien, on va voir ce que nous dit Carman. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Ravi. Je suis un peu émue, je vais vous avouer. Je suis dans la rue, si vous entendez un peu de bruit. On entend du bruit, oui, mais on va faire avec, c'est pas grave. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous avez eu une expérience avec un homme, c'était votre ex-mari, hein, et c'était très rapide. Ah bah, c'est un coup de lapin, comme on dit. C'est-à-dire, c'était rapide, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on appelle rapide? C'est juste pas de préliminaire ni rien, c'est juste pénétration, et hop, quelques secondes, et c'était fait. Et tout le temps, pendant tout le temps que vous étiez avec lui? Oui, j'étais comme ça pendant 24 ans. J'étais un peu soumise, ça c'est un peu de ma faute. Mais après, bon. Non, c'est pas de votre faute s'il était comme ça. C'est de votre. On peut éventuellement dire que c'est de votre faute d'être resté avec lui si longtemps, mais c'est pas de votre faute s'il était comme ça. Non. Voilà, et c'est pas sa faute à lui non plus. Ce que j'insiste. Non, mais il a jamais voulu faire une thérapie pour voir si on pouvait améliorer la situation sexuelle. Oui, ça c'est un problème, tout à fait. C'est ça le problème, c'est qu'on accepte que c'est rapide et qu'on n'y fait rien. Ça, je l'entends tout à fait. Alors, quand même, dans ce que vous dites, Carman, c'est intéressant je vais faire réagir Vincent Hupertan, parce que quand c'est vraiment quelques secondes, hein, ça c'est quand même très compliqué. C'est beaucoup plus facile quand un homme tient 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, c'est plus facile. Quand c'est vraiment quelques secondes, c'est réellement, j'ai envie de dire, c'est pas une maladie, hein, parce que c'est pas une maladie, mais c'est quand même un problème qui est difficile à résoudre. Voilà. Même si on pourrait dire, selon il y a quelques études, hein, notamment on analyse les récepteurs qui sont impliqués au niveau des neurotransmetteurs, on sait que c'est congénital. Donc c'est que dans des cas comme ça, on peut envisager toutes les thérapies du monde. Et parfois ça marche, mais ça n'empêche que parfois il y a besoin d'une approche pharmacologique et derrière faire une thérapie pour essayer d'avoir la maîtrise, quoi. Donc ça représente 5% des hommes. 5% des hommes, ils ont ces rapidités, moins d'1 minute, c'est à chaque fois, quel que soit le contexte, etc. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un problème fréquent. Et c'est la même chose quand ils se masturbent, j'imagine. C'est autre chose, la masturbation, c'est que on n'a pas besoin. En fait, c'est ce qui se passe très souvent dans le descriptif des hommes, c'est que lors de la masturbation, ils contrôlent parce qu'on va jouer avec le rythme, la fréquence, donc il y a un contrôle. Mais lorsque le gland va pénétrer, on sent la chaleur, l'humidité du vagin, une espèce de chaleur qui est explosive, une espèce de feu d'artifice qui part aussitôt, on contrôle pas, et on n'a rien compris que c'est fini. Voilà. Et donc c'est lié parce que... Et nous non plus, on n'a rien compris, Carman. Hein. Mais par exemple, les mêmes hommes, dans la fellation, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas le même contact. Donc, oui, enfin, c'est peut-être un peu dans la tête quand même, parce que je dirais c'est plutôt au niveau des centres régulateurs, c'est au niveau de la moelle épinière. D'accord. C'est au niveau de la moelle épinière, c'est là qui sont les récepteurs et le centre de régulation du réflexe, c'est au niveau de la moelle épinière. Voilà. Évidemment, la tête ne va pas aider parce que la pression, le stress, la culpabilité, la nouveauté, nouvelle partenaire, des positions... Et les fameux préservatifs anesthésiants, bien sûr, ça marche un peu? Parce que c'est un traitement, donc, chez les hommes qui présentent une hypersensibilité de gland, le gland est extrêmement sensible, non pas à la pression mais à la chaleur. Le préservatif avec des produits, voire des traitements anesthésiants, il y a des crèmes, il y a des sprays qui existent, qui fonctionnent. Chez ces hommes-là, il y a une à condition de le mettre un peu avant le rapport, parce que sinon la femme elle va être anesthésiée aussi. Ça, pas du tout, parce que justement, c'est un produit qui n'est pas ça va pas transmettre. Il y a pas de risque, notamment le spray, il va sécher, donc il y a un effet uniquement chez l'homme, donc du coup il y a pas. Et puis si c'est la crème, parce qu'on utilise aussi des crèmes anesthésiantes, il suffit de les essuyer et que le plaisir féminin. Alors je parle pour les femmes, pour le mec qui comprend la sexualité des femmes. Bon, c'est plus un plaisir, c'est pas tellement le tact, c'est la vibration. Donc c'est le plaisir, c'est lié au récepteur proprioceptif de vibration et que
les crèmes anesthésiantes vont pas retirer ni chez l'homme ni chez la femme, en tout cas. Et donc, ça permet d'un contrôle, voilà. Donc ça, c'est une solution, justement, les anesthésiants, que ce soit le préservatif ou... Donc il y a quand même il y a des solutions. Et sinon, il y a d'autres traitements qui jouent dans cette boucle-là du réflexe, qu'on va donner des traitements à la demande en continu, qu'on connaît depuis très longtemps. Comme le Prigili, je crois. Voilà, c'est ça. Mais on m'a dit que ça marchait pas si bien que ça, que c'était pas... C'est pareil, c'est comme les crèmes, ça marche pas chez tout le monde. Voilà. En fait, on sait que le transmetteur, le neurotransmetteur qui est impliqué dans la régulation de l'éjaculation, c'est les IRS. C'est les fameuses IRS, c'est les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine. On a le Prigili, la dapaxétine, mais à part qu'il y a bien d'autres. Et que ces traitements peuvent justement ralentir la boucle, le réflexe, et ça permet aux hommes de s'approprier le sexe. Donc, on enlève la dimension pression, et là, on peut faire tout le travail de tantra, de slow, de contrôle des émotions, qui permettra, après un délai, éventuellement essayer l'arrêté du traitement. Donc, on a besoin d'une double approche pharmacologique et puis approche sexothérapique avec des sexologues, avec des exercices qui peuvent aider, etc. Donc, ça, c'est très important. C'est que le seul message que je dis à tous les hommes et tous ceux qui consultent, il y a un problème d'éjaculation précoce, n'attendez pas que ça se résout par lui-même. Si vous voyez ça c'est évident. Il faut consulter parce que si, tôt ou tard, ça va poser un problème dans votre sexualité et dans votre couple. Ce qui se passe dans le cas présent. Bien sûr. Et d'autant plus si c'est très très rapide. Plus c'est rapide. Mais quand c'est rapide, justement l'expérience que quand c'est rapide et que chaque fois c'est la même chose, vous voyez, ça fait combien? 24 ans. Oui, alors vous êtes plus ensemble. Oui. Donc par la suite, j'ai découvert autre chose après mon divorce, que d'ailleurs Brigitte à l'époque, il y a 24 ans, il m'a beaucoup aidé. C'est là que j'ai pris l'initiative et vous m'avez énormément aidé. Je vous en remercie, votre émission aide beaucoup des gens. Merci. Et je vous dis, je vous en remercie. Mais après j'ai découvert, alors là c'était le stage parce que c'était merveilleux. Je me suis dit, c'est ça l'amour. Oui. Mais c'est terrible parce que vous étiez dans une situation complexe, vous pouviez pas partir comme ça, et puis comme de toute façon la communication était impossible, parce que c'est ça aussi quand l'homme... Un problème de sexualité, c'est avant tout un problème de communication. Ah non, mais après c'est merveilleux parce qu'on atteint un âge, après 44 ans, que vous découvrez ça. À 20 ans, vous découvrez qu'est-ce que c'est l'amour. C'était frustrant de la façon qu'on le faisait. Et après, c'était l'espace. Ah là, le dernier, c'était waouh. Bon, au moins, vous aurez connu l'extase, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est super, c'est super. Et ça aide à se sentir mieux dans son identité de femme quand on a cette chance-là. Merci beaucoup d'avoir témoigné aussi sur ce problème masculin, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'être avec Vincent Hupertan, qui est urologue et sexothérapeute. On fait une petite pause et on va retrouver Patrick, qui lui aussi visiblement accepte assez bien de temps en temps les petites pannes. Pour lui, c'est peut-être lié à l'âge. Il nous raconte ça dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Vincent Hupertan aujourd'hui. Je rappelle que Vincent Hupertan, vous pouvez le retrouver avec toutes les questions-réponses que se posent les hommes dans son podcast Prostate Minute. Et vous avez également écrit un livre, d'ailleurs, Encyclopénis, aux éditions Le Duc, je crois. Et vous parlez évidemment de ce sujet que vous connaissez par cœur, puisque c'est votre quotidien. Ah, c'est le quotidien, oui. Exactement. Vous pratiquez aussi la vasectomie, tout ça, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la dysfonction érectile. Et Patrick est avec nous. Vous avez envie de témoigner. Vous avez aussi de temps en temps des petites pannes, mais ça n'a pas l'air de vous poser de problème non plus. Bonjour, Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour Patrick. L'âge aidant, je suis maintenant à la cinquantaine bien entamée maintenant. La nature m'a fait découvrir que ce qu'elle m'avait accordé quand adolescent, elle pouvait me le reprendre en partie avec l'âge. Alors, il y a déjà deux aspects ou même trois, qui font que je ne prends pas ça plus mal que ça.
Un, c'est que j'ai jamais eu de problème technique. Pas déjà fait des sauts précoces et j'ai eu une problème d'érection pendant toute ma vie. Et l'âge aidant, j'ai eu, en effet, des pannes de temps en temps qui apparaissent, qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent apparaître. Mais déjà dans ma pratique, j'étais pas tout le temps dans la pénétration et pas que sur la pénétration. En tant qu'homme, je trouvais mon plaisir dans d'autres choses aussi. Donc, j'étais pas exclusivement axé sur. Il faut avoir une bonne longue pénétration pour. Oui, vous n'êtes pas axé sur la performance. Vous n'êtes pas l'homme qui croit qu'il doit être performant tout le temps et du coup, vous prenez ce qui vient quand ça vient ou pas. Exactement. Et j'imagine d'ailleurs que vous avez avec votre femme une sexualité assez harmonieuse avec une communication qui va bien. Oui, plutôt en effet. On s'y retrouve tous les deux. Et sauf que la panne est arrivée, elle m'a surpris. J'ai compris tout le sens des termes impuissants en disant c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que je suis dans l'instant présent plutôt excité, plutôt en très bonne compagnie et très heureux de faire ce que j'ai à faire. Et il n'y a pas le. Ça répond pas. Que j'avais habituellement. Voilà. Donc bon, on a fait autrement. Après, j'étais assez vigilant parce que plusieurs fois j'avais entendu des émissions avec vous et Vincent, donc sur est-ce que j'avais encore des érections par ailleurs le matin, etc. Alors c'est vrai que j'ai bien noté sur ces derniers mois, années, que j'avais moins fréquemment des érections le matin et un peu moins d'érections dans la journée, mais j'en avais. Donc après, la fois suivante, ça m'a pas mis plus de pression que ça. Et on a abouti. Par contre, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est moins angoissant peut-être que sur les générations précédentes, c'est que aujourd'hui, je sais que si j'avais un souci plus pérenne, ça serait vraiment un manque. Là, oui, si on me dit plus jamais, je serais un peu embêté, mon épouse aussi. Et aujourd'hui, on a des solutions techniques qui permettent d'accompagner cette perte pour les hommes ponctuellement. Alors la question, je pense qu'on doit vous poser, Patrick, est-ce que vous avez fait quand même un bilan de santé générale, compte tenu de votre âge et de ce premier symptôme lié certes à l'âge, mais qui est quand même un symptôme récurrent? Alors, Brigitte, je suis un homme vrai, donc non, je ne suis pas très soucieux de ma santé, je ne fais pas ce genre de choses, malheureusement, mais pour de vrai, si, j'ai quand même fait bien de santé, parce que j'ai dû faire un prémobile il n'y a pas longtemps, et donc, on fait des examens médicaux, et j'en ai profité pour faire un certain nombre de tests. J'ai pas testé ma testostérone, mais pour le reste, je n'ai pas de problème de santé de type tension, cholestérol. D'accord, mais ça vaut peut-être le coup de faire le test de testostérone, parce que si ça se trouve c'est juste ça, un petit dosage et en plus c'est bon pour la santé de pallier ce manque de testostérone. Donc j'y penserai, oui, parce que c'est possible, en effet, qu'il y ait une baisse de la testostérone. C'est pas, on dit pas que c'est ça, mais c'est vrai que il y a vraiment pas de souci de prendre un peu de testostérone si vous êtes un petit peu parce que ça va vous redonner du peps, quoi. Voilà, il y a toute une panoplie des possibilités, des traitements plus ou moins légers, plus ou moins forts, y compris, on a quelques données sur des possibles compléments alimentaires. Donc on a des solutions qui existent à condition qu'il y a la demande en face, parce que c'est pas on va pas chercher les gens chez eux. Non. Parce que malgré tout, oui, allez-y, je vous en prie. Justement, je suis un de jeunes enfants qui ont 7, 5 et 2 ans. Et il m'avait semblé lire, alors il semblait des choses fausses, mais que justement chez les hommes, le fait d'être papa et de s'occuper de jeunes enfants de manière intense peut faire légèrement baisser la testostérone. Écoutez, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. C'est intéressant parce que sur un plan comme ça, psychologique, ça pourrait avoir du sens, mais je vois pas trop pourquoi, parce que, comme si en tant que viril mâle, vous vous metteriez en retrait parce que ça y est, il y a des garçons qui sont face. Ça me paraît. Ça me paraît quand même un petit peu ésotérique, ça. Alors, il pourrait avoir, vous savez, déjà, de manière générale, vous faites la même analyse à 15 jours d'intervalle, il peut y avoir 20
1% d'écart entre la testo, vous voyez. Donc et bien sûr, il y a des variations, des fluctuations dans des situations de la vie, mais pour autant, ça pourra pas expliquer des troubles érectiles tels que vous le dites, quoi. Donc là, s'il y a une carence, il y a une carence, là. Oui, alors ce qui est possible peut-être, mais encore une fois, c'est une hypothèse, Vincent va me dire si peut-être que c'est un peu fatigant d'avoir 3 enfants, dont un de 2 ans, et que la fatigue peut provoquer les pannes. Oui, alors, et le manque de sommeil qui va... Alors, moins de 5 heures de sommeil va baisser la testostérone libre dans certaines études de 30 à 40%. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Donc, et qu'il suffit juste de dépasser le 7 heures de sommeil par nuit et la testostérone va augmenter. Vous voyez, donc il y a un lien direct avec la qualité et la durée du sommeil. Là, je pense qu'on a trouvé un coupable. On a trouvé le coupable. Ouais, mais c'est tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc c'est important. Le sommeil joue beaucoup là-dessus. Donc mais ça n'empêche qu'un bilan de santé, un bilan de 2 heures de testo permet d'avoir une idée. Oui, ça c'est sûr. Et puis maintenant, pensez peut-être le week-end à faire des siestes, à récupérer un peu de sommeil pour récupérer votre érection. On a quand même il y a quand même des sommeils nocturnes. Il y a un sommeil nocturne, donc la sieste va pas. Donc c'est une dimension. Je sais bien. Non, mais ça peut être une des causes. Tout à fait. Parce que ça peut participer. Quand même, c'est pour ça que je vous parlais de votre bilan de santé, parce que vous m'avez dit que vous n'aviez pas encore 60 ans, si j'ai bien compris, et avant 60 ans, avoir des pannes de manière un petit peu récurrente, on va dire, même si c'est pas souvent, c'est quand même pas si fréquent. Enfin, c'est plutôt à partir de 70, 80 que vraiment le problème pour la plupart des hommes, surtout quand on a une vie sentimentale qui a l'air d'aller bien. Bon, je pense que donc il y a peut-être ce questionnement-là à poser. Il y a la panne accident, ça peut arriver, mais quand la panne qui est quelque chose de récurrent, il faut quand même s'interroger à la cause organique qui pourrait être derrière ça. Surtout avant 60 ans. Quel que soit l'âge, mais bien sûr, on peut passer 50, moi même passer 50 ans, bien sûr, on peut avoir des carences hormonales, mais avant. Donc dès que ça devient récurrent, il faut faire un bilan. En tout cas, ce qui est clair pour vous, Patrick, d'après ce que dit Vincent, peut-être qu'un petit aide de testostérone va pallier le manque de sommeil et puis peut-être faire attention d'arriver à dormir un peu mieux en vous couchant plus tôt. La qualité de sommeil, la qualité de vie tout court, que le mange, le sommeil, le sport aussi. On sait bien que l'activité physique en résistance va également aider à la testostérone. Du coup. Bon, vous n'avez pas appelé pour rien, Patrick. Voilà, exactement. Donc, je vais leur dire qu'ils me laissent des nuits entières parce que à 3, ils se font des bons relais. C'est-à-dire qu'eux ont des bonnes nuits plusieurs fois par semaine. Mais comme chacun à leur tour peuvent potentiellement se réveiller et que c'est pas son moment de temps entendre, c'est moi qui prends en charge la nuit. Donc, voilà. Oui, mais c'est bien d'aider votre femme, mais après, elle va peut-être se plaindre d'autre chose. Ça va vous faire sourire. Je pense que si vous en parlez tous les deux, ça va vous faire sourire. Je pense que c'est important d'être dans l'autodérision par rapport au trouble sexuel. Il ne faut pas le prendre d'être toujours très sérieux. Ça va être, à mon avis, une bonne manière de communiquer ensemble. Merci en tout cas, Patrick, parce que ça va donner aussi peut-être des informations à beaucoup d'hommes qui écoutent. Merci beaucoup. Merci Vincent Hupertan. Merci vraiment. Comme toujours, vous avez donné beaucoup d'informations à tous ces hommes qui nous écoutent et qui n'osent pas parler à leur médecin traitant de leurs petits soucis avec cette troisième patte. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Prostate Minute. Notre gagnant, c'est une gagnante, c'est Stacy qui habite dans l'Aude qui gagnera ce masseur Lélo. Et puis tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Demain nous serons avec Joseph Agostini qui a écrit un livre sur les premières dames de France et on verra si c'est si facile pour une femme d'être avec un homme de pouvoir. Comment rester femme avec son identité? On en parlera demain.